Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby et le confinement avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, après la victoire contre l'Irlande, signant une deuxième place pour les Bleus dans le premier tournoi des 6 nations du sélectionneur Galtier, on va se pencher sur son cas à Fabien Galtier. Culture de la gagne, identité du jeu, renouvellement des joueurs. Le coach français semble avoir transformé une équipe de France Prozac en équipe de France Champagne, pourvu que ça dure. On galtierise avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin. Salut Clem. Salut Cricri. Renaud Borel. Salut Renaud. Salut Cricri. Et Maxime Rollin. Salut Max. Salut Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Il y a un an tout pile, le 2 novembre 2019, les Sud-Africains devenaient champions du monde et Fabien Galtier devenait sélectionneur de l'équipe de France. Alors c'est pas tout à fait vrai puisqu'il était déjà un adjoint comme les autres, en un mot, du staff de Jacques Brunel, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Parce qu'on a clairement vu une patte galtierisante sur les Bleus dès avant la Coupe du Monde. On rappelle, parce que ça paraît un peu loin, tout ça, que l'équipe de France était au fond du seau. Elle était dessous le seau. On rappelle qu'elle pouvait perdre contre l'Italie, qu'elle pouvait perdre contre Fidji, qu'elle pouvait faire un match nul contre le Japon, qu'on avait viré Quinoves pour mettre un sélectionneur avec une grosse moustache et qu'on avait décidé que Fabien Galtier, qui n'avait pas encore de grosses lunettes, était tellement l'homme de la situation qu'on ne pouvait pas attendre la fin du mondial pour l'appeler. Il avait débarqué à Marcoussis en juillet 2019, de mémoire, avec sa team, dans laquelle on compte notamment le préparateur physique Thibaut Giroud, l'homme qui donne des courbatures d'un seul regard. Depuis, les Bleus semblent transformés. Renaud, est-ce que Thibaut Giroud, il ne personnifie pas justement un peu cette force de travail que Fabien Galtier a insufflé à son équipe de France ? En tout cas, il personnifie une volonté de travailler différemment, d'inculquer à l'équipe de France ce qu'ils appellent une culture. Et alors, pour une fois, c'est pas qu'un élément de langage, c'est quelque chose qui est concrétisé dans la méthode, dans l'application, quand ils sont avec les joueurs. Petite illustration très simple, ces fameux entraînements à haute intensité. Alors on en a un peu soupé de cette expression à haute intensité, on nous la met à toutes les sauces. Sauf que là, ça veut dire qu'en fait, ils font des vraies oppositions dans la semaine, qui s'entraînent en essayant d'atteindre des niveaux qui sont parfois supérieurs, on va dire, physiquement à celle du match. Et ça, fut un temps où c'était un petit peu tabou parce qu'on avait peur de péter les joueurs, très logiquement. Eux ont pris le parti pris et ont la conviction que c'est comme ça qu'on travaille bien, surtout qu'on progresse et qu'on arrive à rivaliser avec les meilleurs en travaillant sur les intensités et en dépassant même les intensités des meilleurs. Ils prennent ce risque d'avoir de la casse, mais ils ont la conviction que c'est comme ça que ça peut marcher. Pour le moment, ça leur sourit. Oui, il y en avait même eu un petit peu de casse. On se souvient, avant la Coupe du Monde, ça avait même un petit peu ronchonné, mais on voit effectivement que ça porte ses fruits. Maxime, toi aussi qui assistes à des entraînements, tu as noté ces changements, ce changement d'un peu de mentalité dans cette force de travail nouvelle ? Oui, alors je ne l'ai pas noté moi forcément en regardant les entraînements. Les entraînements parlent d'eux-mêmes, comme l'a très bien expliqué Renaud. Mais moi, c'est plus en discutant avec les joueurs. Et par exemple, Cyril Bay, on l'a répété à nouveau samedi soir à l'issue de la victoire face à l'Irlande, ils disent on travaille beaucoup, on travaille dur. Mais quand les joueurs disaient ça, on les croyait, mais on sentait que c'était pas forcément un travail si dur que ça. Là, quand Cyril Bay le dit, on ressent rien que dans son regard, dans son expression, qu'ils en chient en fait. Et c'est là la différence. C'est qu'avant, tout le monde disait oui, tout le monde dit on travaille dur. Vous pouvez poser la question à n'importe quel joueur, il va vous dire oui, on travaille dur à l'entraînement. Mais là, vraiment, dans les expressions des joueurs français, on sent que c'est la vérité et qu'il y a une intensité supérieure, un travail supérieur. Et pour avoir échangé avec également Romain Ntamak, après ces 2 matchs à très haute intensité face aux Gallois et face aux Irlandais, les Bleus ont 4 jours de break et ça fait du bien. Voilà, ils étaient fatigués, ils avaient besoin de se régénérer. Donc je pense que rien que dans ces 2 petites anecdotes, on ressent que voilà, c'est totalement différent par rapport à ce qui se faisait avant. Malgré les histoires de white back, etc., les stages commando, là c'est vraiment complètement différent pour moi et ça se ressent surtout dans le phrasé et dans l'attitude des joueurs. Ce qui se faisait avant quand même, rappelons-le, et je parle sous le contrôle de Max et Renaud, c'est que
les joueurs estimaient parfois qu'ils travaillaient moins bien en équipe de France qu'en club. Ce qui est quand même problématique. Quand tu viens en équipe de France, tu es censé toucher le nec plus ultra de ton sport, être confronté à ce qui se fait de mieux en termes de préparation athlétique, stratégique, technique. Or, quand même, il y avait souvent des témoignages de joueurs disant que ils travaillaient mieux à Clermont, au Racing, à Toulouse qu'en équipe de France. Donc c'était problématique. Il ne s'agit pas là de jeter la pierre au staff précédent, mais je vais le faire un petit peu. Rappelons quand même que le staff qui avait précédé celui de Fabien Galtier, c'était un staff composé pour certains d'entraîneurs qui n'avaient jamais entraîné. C'était quand même problématique. Là, le mérite revient à Fabien Galtier de s'être aussi entouré de spécialistes dans chacun des secteurs. On a parlé de Thibaut Giroud pour la prépa physique, qui sont considérés, ou pas loin d'être considérés, comme les tout meilleurs dans chacune de leurs spécialités. Sean Edwards en défense, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir. William Servat sur la mêlée, Karim Ghezal sur la touche, qui est issu d'une école à Lyon où la touche fonctionnait très très bien. Bref, voilà, il y a eu un ajout de compétences secteur par secteur qui fait qu'aujourd'hui, on a un staff à la fois pléthorique et extrêmement compétent. Fabien Galtier a tout de suite pris des décisions fortes en matière de joueurs aussi. On en parlait pour qu'ils soient en conformité norme ISO 2020, pour qu'ils soient en accord en fait avec le jeu qu'il voulait que l'équipe de France produise. On en parlera plus précisément après. Pour ça, il n'a pas hésité à écarter des joueurs qu'on pensait inécartables, à miser sur beaucoup de joueurs à zéro sélection. Certains qu'on avait vu venir, d'autres un peu moins. Il n'a pas hésité à miser sur la jeunesse, à s'y tenir. On rappelle qu'à ma connaissance, seul Bernard Leroux a plus de 30 ans. Maxime, ça a été l'un des leviers de transformation de Fabien Galtier aussi, ces choix forts, cette jeune génération qu'on dit décomplexée. C'est vrai qu'on avait l'habitude, à chaque changement de sélectionneur, de retrouver quelques anciens tauliers pour, entre guillemets, encadrer les jeunes, leur faire comprendre ce que c'est que l'équipe de France, le haut niveau, affronter les roublards irlandais, etc. Et c'est vrai que ça a été presque une surprise quand même de voir qu'il a fait table rase sur tout ça. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça paie, parce que je suis pas certain qu'au début de sa mandature, on se soit dit ça va marcher tout de suite. Et au final, ça marche. Et là, il a aussi, pour moi, peut-être un brin de chance, c'est que, comme on l'a dit dans nos colonnes cette semaine, sur les 15 titulaires, si je me trompe pas, il y en a 11 qui ont fait les 5 matchs du tournoi, ce qui est absolument, c'est du jamais vu sur 20 ans. Déjà, par rapport à ça, il a eu aussi cette chance qui lui a permis de jouer la continuité, ça a gagné. Et même quand ça a perdu en Écosse, même si bien sûr le Covid est passé par là, il n'a pas tout rechamboulé. Il a même eu la chance de récupérer des joueurs comme Ratez et Baye qui s'étaient blessés avant. Il a même eu la chance de récupérer Momo Awas qui avait pris un carton rouge. Et du coup, il a pu remettre quasiment son équipe type, on va dire, à peut-être une ou deux exceptions près si on prend Damien Penaud qui est encore blessé, ou Teddy Thomas là qui s'est blessé. Mais voilà, moi c'est plutôt cette continuité-là plus que le pari des jeunes, parce qu'il n'y a pas non plus que des jeunes à zéro sélection. Cyril Baye, il a pas mal de sélections, et s'il en a pas 40, c'est parce que lui, malheureusement, il a souffert de grosses blessures. Il y a quand même quelques joueurs, même Baptiste Serin, s'il est remplaçant, il fait partie de ce groupe. Il a plus de 35 sélections. Il fait partie de ce groupe et il a une influence. Donc moi, c'est plus ça que j'aurais envie de souligner, c'est cette continuité, plus que le jeunisme, on va dire, parce que c'est vrai, mais la preuve, Retière n'a pas été lancé dans le grand bain contre l'Irlande, et il a préféré décaler le joueur le plus expérimenté, Gaël Fickou, à l'aile. Après, il y a quand même, c'est vrai, Max, t'as raison, et cette continuité-là, il faut la souligner. Et il y a des circonstances, il a eu des circonstances favorables, mais c'est vrai aussi que quand il annonce son premier groupe pour le tournoi,
y a certaines surprises, quoi. On est surpris tous de voir Mohamed Aouas, on est surpris tous de voir Anthony Boutier, même si on en entendait parler. Il y a eu quelques choix assez forts de Galtier. Le rajeunissement, il est manifeste quand même. Mais tout ça s'inscrit aussi dans une vision, en tout cas, sur 4 ans. Espérons que ça survive aux premiers résultats négatifs qui manqueront pas d'arriver à un moment ou à un autre. Mais il y a cette volonté d'amener cette génération-là à la Coupe du Monde 2023. Pour l'instant, il y a peu d'erreurs de casting, a priori. En tout cas, il y a personne qui ne s'est pas montré au niveau international, au niveau requis. Et donc de les amener, Renaud l'écrit souvent, à une 40aine de sélections pour la Coupe du Monde, de donner de l'expérience commune à cette équipe-là. En fait, on a peut-être un peu oublié quelque chose avec tout ce qui s'est passé depuis la première liste. Ils ont entrepris un vrai chemin de détection dans les joueurs qu'ils ont retenus. Ils ont fait le tour des clubs, ils ont fait des entretiens, certains ont même été filmés et diffusés. Et ont interpellé, on se souvient de l'entretien de Loret, voilà. Ils ont fait remplir des questionnaires aux joueurs. Alors tout ça pouvait ressembler à un peu un énorme marketing ou un énorme truc de com pour recommencer un peu à séduire et à montrer. Mais ils sont vraiment appuyés sur les résultats de ces choses-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on discute avec des membres du staff, comme après la victoire sur l'Irlande, moi j'en ai eu 2 au téléphone, un autre par texto, 3 ont la même expression, ils me disent il n'y a pas de connard dans ce groupe. Alors, il n'y en a pas un qui dit on verra, ça résistera à 6 défaites d'affilée, parce que personne n'en sait rien. Mais en attendant, pour le moment, avec une méthode de travail hyper exigeante, risquée aussi pour leur intégrité physique, parce que quand on fait un vrai match en milieu de semaine, même s'il ne dure pas 80 minutes, on prend le risque de ne pas jouer la sélection qui compte le week-end. Enfin, plein de choses comme ça. Personne ne se plaint, tout le monde va dans le même sens. Par ailleurs, ils sont sur une génération qui aujourd'hui est hyper professionnelle et n'a quasiment pas connu de joueurs qui, eux, n'ont pas connu le professionnalisme ou des choses comme ça. Donc c'est des joueurs qui ont besoin de mettre du sens dans ce qu'ils font le week-end. Pourquoi ils le font ? Où est-ce que ça va les amener ? Et qu'est-ce que ça va leur rapporter ? Et l'hyper-précision qu'apporte ce staff sur plein de choses. Donc ça va des entraînements minutés, toujours avec ballon, à la micronutrition qui est apportée avant le match et à la mi-temps. Le rugby, au niveau de l'équipe de France, on est arrivé là à vraiment des trucs très précis. Pour le moment, ils voient que ça marche, donc forcément ils adhèrent. Et tout ça, c'est un équilibre, une balance qui est difficile à trouver, qui prend du temps à mettre en place, mais qu'ils ont néanmoins réussi à installer. Et ce que dit Renaud est intéressant, il faut rappeler aussi que... Mais oui, tu dis pas que des bêtises. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les joueurs, on leur a donné le contrat en main, clé en main, avant de le signer. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs s'engageaient et disaient oui, ça m'intéresse de rejoindre ce projet-là, c'était avec tout ce qui s'ensuit, tout ce que vient de préciser Renaud, quoi. Ils n'ont pas été pris par surprise et ils savaient pertinemment dans quoi ils s'engageaient. Et le mot engagé, je pense qu'il est important, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, effectivement, de... je ne vais pas faire un parallèle qui serait un peu débile avec le militaire. C'est Guinoves qui avait parlé du treillis et à la place du maillot. Mais bref, il y a ce côté, voilà, on s'engage tous dans cette galère-là ou dans cette aventure-là et on n'en déroge pas, quoi. Autant il n'y a pas de connards dans cette équipe, autant j'imagine que les premiers ou le premier écart risque d'être, pourrait être aussi fortement mais des joueurs pénalisés, quoi. Des joueurs se sont éliminés d'eux-mêmes en répondant pas aux attentes, notamment dans les entretiens. Ouais. Et peut-être que sur certains, alors on n'a pas la liste exhaustive des joueurs, on s'est dit lui ce sera tant pis, sera sans lui, mais peut-être que techniquement, rugbystiquement, l'équipe est affaiblie, mais ce staff dit en tout cas avoir la conviction qu'il vaut mieux se passer de quelqu'un qui a peut-être 18 sur 20 dans un secteur, mais qui va mettre le bazar dans le cadre de vie qui est dessiné à Marcoussis, et préférer le mec à 16 sur 20 sur ce secteur, mais qui, lui, en tout cas, répondra aux attentes et gardera une bonne osmose dans le groupe. Moi, je rebondis sur ce que dit Renaud sur le fait qu'il n'y ait pas de connards aussi dans ce groupe. Ce qui ressort aussi, c'est qu'ils prennent vraiment plaisir à jouer ensemble. Alors bon, on a beaucoup entendu, on est une bande de potes, etc. Mais là, c'est pareil. Quand ils le disent, on a vraiment l'impression que c'est vrai. C'est le même parallèle que tout à l'heure. Les équipes d'avant, oui, on est des potes, on est des copains.
mais tu savais très bien qu'un tel ne pouvait pas blairer l'autre. Et là, je pense que quand ils disent on est une vraie bande de potes et on prend plaisir à jouer ensemble, c'est la vérité. Et les téléspectateurs peuvent s'en rendre compte sur le terrain. Et je pense que c'était pas le cas sur les quelques années d'avant. Dans la séquence, là, dans la fameuse séquence de remise des maillots, les joueurs, bon, évidemment, parlent de leur club formateur parce que c'était ce qu'il y avait sur leur maillot. Bon, ça, c'est un peu marketé et c'est un peu de la com. Mais tous, dans cet extrait-là, disent leur plaisir d'être là avec les autres et même leur privilège de pouvoir côtoyer un tel et un tel. Donc on sent qu'il y a ce... D'ailleurs, je pose la question, est-ce qu'il y avait le nom du club formateur de Virimi Vakatawa ou de Bernard Leroux ? Oui. Oui, le Rara Club. C'est énorme. Vakatawa, un truc comme ça, le Rura Club. Et le Bloemfontein Football Rugby Club, non, je sais pas d'où il est exactement. Pour Radradra, je l'ai vu sur son maillot. Vakatawa par Radradra. Radradra, il n'est pas encore français, on pourrait essayer, mais... Il n'est pas français encore. Non. On y travaille, mais... On part de loin quand même, là, mais il va falloir quelques ajustements de règlement de World Rugby. Justement, là, sur cette... quand on a vu les images de la remise... des maillots, moi je sais qu'il m'a ému Fabien Galtier quand lui-même il a évoqué son papa qui avait créé l'école de rugby de Tournefeuille. J'ai l'impression qu'il s'était un peu livré, qu'il avait dû donner le maillot assez vite parce qu'il était touché. Je trouvais qu'on l'a senti un peu en osmose avec son groupe. À l'origine, on craignait un petit peu son management, Fabien Galtier, qui n'était pas réputé pour être le schtroumpf câlin. Est-ce qu'il a changé Renaud, Max, Clem, vous qui le côtoyez depuis quand même un petit moment maintenant, il a changé Fabien Galtier ? Il a mûri. Je pense qu'il y a une première expérience à Toulon où en fait il a presque, d'après ce qu'on a ouï dire après son passage, manqué à Toulon, on va dire, enfin, en tout cas ou avorté, puisqu'il s'est fait virer après avoir été éliminé en phase finale par Lyon. Oui, il avait presque œuvré contre nature à Toulon, en étant presque pas assez, parce qu'il savait que c'est ce qu'on lui reprochait, en n'étant pas assez dur, pas assez clair et franc dans son management. Il arrive là en équipe de France, fort de toutes ses expériences au Stade Français, à Montpellier et donc à Toulon, et il a peut-être trouvé enfin un équilibre. Après, ce qu'il faut dire et répéter, c'est que c'est pas la même chose de manager une sélection où tu as les joueurs, une dizaine de semaines par an, que de manager un club où tu les côtoies et où tu peux vite leur ronger le cerveau, passez-moi l'expression, quasiment toute l'année. Donc ça joue déjà en sa faveur. C'est aussi pas facile de manager un club où dès qu'un des joueurs vedettes va se plaindre dans le bureau du président que son manager lui a mal parlé, il n'est pas immédiatement soutenu, mais au contraire, le venin commence à s'instiller. Le problème de Fabien Galtier, c'est que c'est un véritable, et depuis toute sa carrière, c'est un véritable ingénieur du rugby, quoi. Un génie du rugby. Ils sont nombreux comme lui, enfin pas si nombreux que ça, mais ils sont quand même nombreux. Ils ne comprennent pas qu'on comprenne pas aussi vite que quand on arrive au niveau auquel lui a atteint en tant que joueur, mais aussi comme en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Donc des fois, ça crée une frustration. Et puis il a aussi son niveau d'exigence, mais qui aujourd'hui est partagé par tous ses adjoints, absolument tous. Certains ont même un niveau d'exigence, peut-être même encore, en tout cas de sévérité, on va dire, vis-à-vis des joueurs, supérieur. Après, il y a la manière de faire passer les choses. Et ça, ça existe dans toutes les équipes, comme dans toutes les entreprises du monde. Il y a des gens qui savent faire et il y a des gens qui savent moins bien faire. Fabien Galtier, il a appris au fil du temps. Quand il avait commencé au Stade Français, il a eu des difficultés, des relations conflictuelles au début avec certains joueurs avec lesquels il avait joué, mais il a quand même gagné. Ce qu'il avait réussi à faire avec Montpellier, avec une équipe très jeune, et voilà, c'est à l'emmener en finale. Donc il a toujours réussi quelque chose. Quant à l'épisode de Toulon, je pense que dans n'importe quel club normalement dirigé, il aurait sans doute fait une saison de plus, parce que sa fin de saison, il joue d'une malchance complètement. Et on peut penser qu'il aurait été pas loin de gagner quelque chose avec cette équipe-là. Et ça a conduit à quoi ? À brouiller son image, mais même en extérieur, puisque même au départ, Bernard Laporte n'y croyait pas à Fabien Galtier. D'ailleurs, il va chercher Jacques Brunel, qui n'était pas dans une hyper réussite à Bordeaux, pour reprendre l'équipe de France. Et on a vu ce qui s'est passé quand il a mis Jacques Brunel en place. Puis il a d'abord pensé à un coach étranger, un sélectionneur étranger. Il a fait un référendum pour essayer de faire
peser cette décision sur le rugby amateur. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais donc, Fabien Galtier, il s'est relevé de tout ça et aujourd'hui avec succès, on souhaite à l'équipe de France que ça continue. Mais quelque part, effectivement, toutes ces entre guillemets péripéties, même s'il n'a pas dû vivre ça comme dit péripéties, lui, ont modelé et façonné aujourd'hui sa façon d'être. Ce qui ne veut pas dire que c'est rose tous les jours à son contact, mais ce qui veut dire quand même qu'il a sans doute énormément mis d'eau dans son vin et évidemment progressé. Quand vous êtes H24 sur les types, à un moment, vous les rendez fous. Quand là, c'est sur des périodes de même d'un mois, avec des petites coupures où là, les mecs rentrent 4 jours en club, etc. Enfin, chez eux, sont au repos. C'est pas du tout pareil. Et le fait aussi qu'il ait un staff quand même assez pléthorique où les messages peuvent être passés par différentes personnes, je pense qu'il a moins le temps de ronger les types et de les mettre sous l'eau. Et puis bon, pour l'instant, ça gagne aussi. Il faudra un peu voir quand ça va commencer à perdre quelle attitude il aura. Mais là, vu que ça gagne, je pense qu'il a aussi pris de l'expérience. Je pense également que ce qui s'est passé à Montpellier, quand il s'est fait virer, que ça s'est terminé au prud'homme, etc., je pense que ça lui a beaucoup fait mal. Et quoi qu'on peut en dire, je pense que ça l'a peut-être un petit peu changé aussi. Tout ça réuni fait qu'aujourd'hui, c'est une fonction pour lui, je pense, sélectionneur de l'équipe de France. Je dis pas que manager d'un club, c'était pas une fonction pour lui, puisqu'il a réussi, il a gagné au Stade Français, et voilà, il a eu quand même des bons résultats où il est passé. Mais je pense que sélectionneur, ça lui correspond plus en fait, avec aussi cette exigence du très très haut niveau que certains joueurs malheureusement ne peuvent pas avoir en club. C'est ça aussi, et c'est pour ça que ça se passe mal en club, parce qu'en club il faut gérer des mecs qui malheureusement n'ont pas le niveau plus et des mecs qui vont pas comprendre pourquoi ils jouent pas certains matchs, etc. En équipe de France, si tu joues, Baptiste Serin il est rentré 2 fois 3 minutes, et ben tu rentres 2 fois 3 minutes et puis c'est comme ça. Et puis presque Baptiste Serin il est content de rentrer 2 fois 3 minutes parce qu'il y a des mecs qui regardent l'équipe de France à la télé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est exactement dans son rôle. En tout cas, tu dis Max qu'il est fait pour ça. Je pense que c'est sa fonction à cet instant de sa vie, et de son parcours mouvementé dont on a parlé. Ça lui convient parfaitement. De par la manière dont il a modelé son groupe, je pense qu'il y a certains types qui entre guillemets, qui lui sont redevables aussi d'être arrivés à cet excellent niveau, enfin en tout cas au plus haut niveau de pratique, au niveau international, qui lui doivent beaucoup et qui lui rendent du coup beaucoup sur le terrain, quoi. Enfin, en tout cas, ça me donne cette impression-là, avec notamment les exemples qu'on a cités tout à l'heure, les Hawass, les Boutier et ce genre de joueurs. Qui met des droites aux Écossais. Ouais. Et juste l'Écosse, parce que tu parlais, il faudra voir comment il va se comporter aussi dans les défaites. Alors effectivement, je comprends ce que tu veux dire, Max, dans les défaites qui vont s'accumuler. Mais moi, j'étais en Écosse et ça m'avait assez frappé je ne vais pas dire la zénitude, parce que ce serait peut-être exagéré, mais le calme et la retenue et le recul avec lequel, mais dès la conf de presse d'après-match, il avait, entre guillemets, accepté cette défaite qui était pourtant extrêmement frustrante de par son scénario, une prépa d'avant-match catastrophique, Tamac qui est KO après 5 minutes, le carton rouge d'Hawass, etc., etc. Il y avait franchement des raisons de péter un boulon, et un Fabien Galtier, il y a 5 ou 10 ans, aurait peut-être pété un boulon. Et là, bon, voilà, c'est notre chemin, machin. Bon, il y a beaucoup d'éléments de langage, hein, mais l'échec fait partie du parcours. On apprend plus en perdant, blablabla. Bon, mais je l'avais trouvé calme, et sur l'intégralité du week-end, même le lendemain matin, il était encore très très calme en débrief, etc. Même là, contre l'Irlande, il est quand même assez calme. Alors, on sent dans ses interventions, voilà, qu'il est content, qu'il est fier d'avoir passé 35 points à l'Irlande, mais il dit ce n'est que le début, c'est le début de l'aventure. Voilà, il essaye de pas s'enflammer lui non plus. Juste, messieurs, je vous coupe un peu. J'aimerais bien qu'on parle quelques minutes du jeu en lui-même. S'il a choisi ses joueurs, on disait que c'était pour coller aussi avec le jeu qu'il voulait mettre en place. Il y a eu un retour du French Week, hein, comme disait Ibrahim Diarra, qui nous a quittés il y a presque un an. Donc, c'est l'occasion d'avoir une petite pensée pour lui et pour tous ceux qui y manquent aussi. Clément, t'aimes pas le mot, toi, de French Flair
C'est vrai que ça semble peut-être un peu le 22 Agnières, mais disons qu'il y a quelques marqueurs identitaires du jeu français qui ont fait leur retour. Dans ton papier dimanche, tu parlais de rugby sauvage, Renaud. Après ces années là de jeu un peu déprimant, redonner un jeu enlevé à l'équipe de France, c'était aussi son ambition première à Fabien Galtier, Renaud. Mettre en place un rugby qui gagne et qui exploite les compétences des joueurs les plus doués en équipe de France, oui, c'était son ambition et en plus, c'était du bon sens. Il y a là-dedans le fait d'utiliser de manière très efficace et spectaculaire les ballons de récupération. Petite stat, la moitié les Français ont marqué 17 essais et la moitié vient des ballons de récupération ou de ballons de contre-attaque sur du jeu au pied adverse. Voilà, et ça, j'attribue plus ça à l'éducation et à la formation des joueurs qui sont aujourd'hui qu'à une espèce de magie ésotérique qui donne de jolies légendes, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit ? Une défense extrêmement bien organisée et hyper agressive, des phases de conquête plutôt efficaces et qui savent aussi réagir à la qualité de l'adversaire, par exemple face aux Irlandais. Cretin qui prend deux ballons en touche. Qui prend deux ballons en touche. Pas trop se laisser piéger, un petit peu quand même, mais pas trop se laisser piéger dans les rucks. Une des forces du rugby irlandais, là, ils ont réussi à s'adapter. Donc, c'est de l'intelligence pure. Utiliser son pied, beaucoup, alors que souvent, les joueurs français étaient réfractaires à ça. Prendre des points pour creuser l'écart, ce que fait 2 fois Ntamak pendant le match contre les Irlandais, où on se dit, mais attends, ils ont parlé d'aller gagner le tournoi, il faut gagner avec 31 points d'avance. Non, on prend les points, on prend de l'avance, parce que si on prend de l'avance, c'est les Irlandais qui vont être obligés de s'exposer, et là, on pourra utiliser nos facultés à contrer. Moi, j'appelle pas trop ça du French flair, j'appelle ça de l'intelligence et un projet, quoi. En fait, il y a des choses contradictoires dans ce qu'amène Fabien Galtier. Il y a effectivement un retour, comme tu l'as dit, Christelle, à des marqueurs identitaires du jeu français. Donc, on l'a dit, la contre-attaque, les ballons de récup. Moi, juste, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais quand j'ai vu, sur l'essai d'Ntamak, sur le coup de pied à suivre de Ficou, quand j'ai vu Dupont surgir à toute blinde, j'ai eu l'impression de voir Dominici en 99 contre les Blacks sur le jeu au pied de Galtier. Bon, c'est un clin d'œil, mais il y a des images comme ça qui reviennent en mémoire. Donc ça, c'est très français, on va dire. J'y ajouterais aussi un retour d'une certaine rudesse devant. Marchand, c'est quand même un drôle de bonhomme dans les basses besognes. Leroux, qui est à l'origine, un petit peu moins français que les autres. Maintenant, il l'est parfaitement, mais il a cette rudesse des grands anciens. Willem C, un peu pareil. Et aussi de la technicité devant, qui parfois nous avait manqué. Aldrit, il est russe. Aldrit aussi, qui est sacrément dur. Mais lui, il est à moitié écossais, donc comment on fait Le retour d'une touche technique devant. Baye, c'est Califano. Si on devait tirer des... Il y a aussi... Cross et Olivon, c'est Cabane et Magne de la grande époque. La confiance aide aussi beaucoup le talent à s'exprimer. Bernard Leroux, dont on parle, qui est aujourd'hui un joueur indispensable, et depuis la dernière Coupe du Monde, avec ce qu'il est capable d'abattre comme travail. On l'a beaucoup raillé par le passé. Non, mais il avait 2 gants de boxe à la place des mains, et on l'a vu faire un offload extraordinaire, un des plus beaux des 2 derniers matchs ce week-end, sur une des actions françaises, où il prend un intervalle et il fait une passe de basketteur on n'imaginait pas. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'une, il sait qu'il a la confiance du staff, ça veut dire que lui a confiance en ses moyens et qu'aujourd'hui, il est capable de tenter des gestes pareils. Et ça a permis à l'action de se développer. Je crois que c'est une action qui amène une pénalité qui fait 17-13 avant la mi-temps, je crois, de mémoire. Donc, c'est pour dire que même des joueurs dont on avait l'impression que techniquement ils étaient un peu en retrait par rapport aux autres, on se dit c'est bien, il plaque à tour de bras, il va faire 25 plaquages, mais il va nous faire 3 en avant et coûter 4 pénalités. Et quand ils sont dans un bon cadre, quand ils sont mis en confiance et quand ils arrivent à se convaincre eux-mêmes que ce sont des bons joueurs de rugby, ils arrivent à exprimer autre chose. Donc il y avait à la fois des marqueurs identitaires très français, mais aussi chez Fabien Galtier cette volonté de coller à des standards du haut niveau, très anglo-saxon. Renaud l'a dit, le jeu au pied, ça c'est pas dans la nature et dans la culture française, mais si on se souvient du match à Cardiff, on a loué le talent d'Ntamak parce qu'il y avait l'interception, mais aussi parce qu'il avait tapé 14 chandelles, parce qu'il fallait taper 14 chandelles. Or, ça n'a pas toujours été le cas dans le rugby français. Et puis, c'est la défense très agressive aussi, qui est quelque chose d'assez nouveau dans la culture française. Voilà. Je dirais juste que c'est vrai que la confiance est très importante, mais c'est aussi le fait, je pense, que ce staff ne met pas tant de pression que ça aux joueurs. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en discutant avec certains.
C'est qu'ils ressentent pas cette pression de mal faire, etc. Et ça se traduit aussi par le fait, comme on l'a dit, que c'est toujours quasiment la même équipe qui gagne. Et ça, finalement, ça leur enlève un poids dans la semaine et aussi sur le match. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont sûrs d'être titulaires, mais ils savent qu'il y aura de la continuité et qu'à la moindre erreur, ils vont pas être shootés, en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui permet d'amener ce jeu, cette confiance. Et je peux me permettre de conclure sur un gros bémol quand même, parce que effectivement, je pense que Fabien Galtier il réussit un début de mandat quasi parfait, en tout cas au niveau sportif, et aussi en termes de communication globalement, mais je pense qu'il a quand même fait une grosse erreur politique cet été et qu'il va le payer là dans le mois qui arrive. C'est son interview qu'il a donnée à Sud-Ouest où il a voulu brandir le biceps et dire que la tournée d'automne se passerait comme lui en avait envie et pas autrement. Et sauf que depuis, il a été démenti par les faits, qu'il y a eu un conflit difficile entre la fédération et la ligue, et que quand je dis qu'il en payera les pots cassés, c'est qu'il va devoir maintenant composer sur les 3 matchs après les Fidji avec une équipe bis, ou en tout cas avec des réservistes. Alors ça aura ses vertus aussi, c'est qu'il va pouvoir sonder un peu son cheptel et voir la profondeur du réservoir français. Mais voilà, il a commis là, je pense, la plus grosse erreur de son début de mandat en tout cas. On se demande s'il a été bien conseillé ou pas d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Moi je pense que c'est un vrai sujet. Merci, voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Renaud Bourrel, Clément Dossin et Maxime Rollin. Merci à Antoine Bourlon, dont c'était la première croustillance à la technique et à l'édition. Bienvenue, jeune d'Aqua. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires. Dites-nous si Clément était trop long, par exemple. Et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.